c'est une réunion nous avons internationale, car nous avons des invités qui viennent d'un peu partout. Nous avons Madame Meriem qui vient, je ne connais pas ton nom, Ben Mansour qui vient de Tunisie. Nous avons Yvan Haddad qui vient d'Israël. Et nous avons, the last but not the least, Juan Pablo, c'est comme ça qu'il faut prononcer, Luchelli, et qui est membre de notre association. Il est membre aussi d'autres associations, et qui nous fait l'honneur chaque année, depuis 3 ans, de venir nous voir, et qui à chaque fois nous présente un travail original. Je dirais un peu que Juan Pablo fait un travail d'archéologue du lacanisme. Un peu, je pense que vous avez subi l'influence de Foucault, à travers peut-être Milner. Agatha Christie. Agatha Christie, alors. Et donc, nous avons un exposé sur de Vallon à Kogève. Nous avons eu l'année dernière une conférence sur l'objet petit a. Et aujourd'hui, ce sera donc récemment, il a publié, tous les livres de Juan Pablo sont à se procurer. Et je vous invite à le faire. Et récemment, donc, apparu ce livre, Ce que Lacan doit à Lévi-Strauss, c'est-à-dire beaucoup. Et donc aujourd'hui, c'est pas sur le lacanisme et ses avatars qu'il va nous parler, bien que, mais sur cette question très importante dans la clinique, qui est celle de l'autisme. Alors, j'espère que tout à l'heure nous aurons des polémiques entre nous un peu, car sinon on s'ennuie. J'essaierai de provoquer un peu. D'accord. C'est ce qui est quand même dans ma tradition. Et je te passe la parole. Donc merci beaucoup, merci pour l'invitation. Encore une fois. Mais tu es chez toi. D'accord, merci. Donc je vais tenter aujourd'hui de parler doucement. À chaque fois, je me dis je vais parler doucement, mais je n'y parviens pas. Et notamment que la dernière fois, tu m'as dit que j'avais plus d'accent que d'habitude, parce que je parlais très vite. Ce qui m'a rappelé les commentaires, quand même, salauds de Bruno Latour. Donc j'étais à Sciences Po, j'avais eu cette chance-là, avec Bruno Latour. Et donc il a dit, rassurez-vous, nous avons ici un natif. Parce que je parlais d'un livre qui était de l'Argentine. J'ai dit, connard, non? Natif. Mais bon, il n'a pas dit indigène. Bon, un type génial qui est décédé, donc tout le respect pour Bruno Latour, bien entendu, mais quand même, ces commentaires semblaient un peu déplacés. Ok. Alors, aujourd'hui, il s'agit donc de traiter la question de l'autisme et la psychanalyse, on va dire grosso modo. Donc, Autisme, quelle place pour la psychanalyse? C'est un livre quand même, je le relis, parce que je l'ai publié en 2018, je me dis quand même pas si mal quand même, c'est pas si mal. Moi, c'est vraiment bien. Moi, j'aimerais bien, si je ne connaissais pas le thème, avoir un gars qui explique tout ça. Bon. Et alors, donc, on part donc de l'idée un peu délicate, c'est de dire que, en fait, il n'y a rien de plus opposé à la psychanalyse que l'autisme. Ça va donner à manger à ceux qui pensent que la psychanalyse est nulle pour l'autisme. Ce qui est quand même à vérifier quand même. Enfin, respectable quelque part. Et la psychanalyse, c'est l'opposé de l'autisme pour une question très simple, c'est que pour la psychanalyse, pour qu'elle opère, n'est-ce pas, pour que la psychanalyse opère, on a besoin de ce que les logiciens, en particulier quelqu'un qui s'appelait Quine, W-O Quine, nommait l'opacité référentielle. Ça, si vous voulez, c'est pour que la psychanalyse fonctionne. Opacité référentielle veut dire que pour que le langage y ait, pour qu'il y ait du signifiant, je vais m'expliquer ce que ça veut dire le signifiant, pour ne pas dire quelque chose qui semble couler de source alors qu'il n'en est rien, et il faut une suspension du référent réel. L'arbre, ce n'est pas le truc qu'on voit là. La table, même la table, ce n'est pas la table. C'est justement ce schéma qui dessine des chaussures avec un arbre, et en bas, une ligne, une barre, quoi, et
et le mot art en français. Et c'est pour dire qu'il y a quand même une certaine... c'est un peu arbitraire, évidemment, pourquoi on appelle ça art et non pas table, je ne sais pas comment. D'une part, et d'autre part, c'est qu'une fois que vous nommez cela, vous l'anéantissez comme tel. C'est-à-dire, si je vous parle d'art, vous n'avez pas besoin d'un art ici, ça suffit. Le mot tout seul fonctionne comme référent. Donc, si vous voulez, le langage prend la place du monde, on va appeler ça réel, enfin matériel, tel que vous le voyez. Voilà. Donc, tout est significantisé, qu'on le veuille ou pas, dans le registre qu'on va appeler humain. On peut se demander si j'ai des animaux, il n'y a pas quelque chose de ça. Et en psychanalyse, l'opacité référentielle, par excellence, est évidemment, je ne vous apprends rien, la différence sexuelle. Autant dire, et c'est pour ça que Lacan dit quelque part, opacité sexuelle. À mon avis, il pense à quoi? Une opacité référentielle, opacité sexuelle. On ne sait pas trop ce que c'est, au fond. Même hommes et femmes, évidemment, ça concerne quand même plus ou moins le fait qu'il y en a qui ont un zizi et d'autres pas, mais vous savez que même aujourd'hui, ça glisse pas mal. Et ceci étant, on ne va pas les vérifier si elle a un zizi ou pas, parce qu'il suffit qu'on dise femme pour qu'on pense que, voilà, ça ne doit pas suffire. On ne sait pas. Et il y en a des transsexuels en Tunisie, j'imagine, non? Pourquoi pas? Et donc, on a tout il manque rien. Et toute la question du phallus de la mère, et tout ce qu'on peut parler en psychanalyse, c'est justement le fait que, dans l'absolu, ça pourrait exister qu'il y ait un phallus de la mère, parce que justement, la mère, la femme, ça n'évoque en tant que signifiant, peu importe qu'il est ici ou pas, in fine, ça veut dire, c'est pas la question. Entre parenthèses, tout le truc, le phallus de la mère, qui a fait couler autant d'encre, surtout pour diffamer la psychanalyse. Et on ferait se moque de ça, de Freud dit que les femmes veulent un pénis, et moi je ne veux pas que les femmes aient un pénis, bon d'accord, on fait. Mais c'est évidemment passé là. Le phallus de la mère, c'est plutôt un phallus. Oui, la mère désire le phallus, ça veut dire qu'elle désire quelque chose qu'elle n'a pas, comme tout un chacun, femme ou pas femme. Autrement dit, une femme qui veut avoir un enfant, elle veut quelque part donner ce qu'elle n'a pas. C'est de la poésie lacanienne? Eh bien, absolument pas. Donc, moi, je me souviens qu'en Suisse, j'avais rencontré une femme dominicaine, pauvre, etc. Bon. Et donc, elle était en Suisse avec une vie plus confortable matériellement. Donc, elle avait une fille de 5 ans. Il disait, je voudrais lui donner tout ce que je n'ai jamais eu. Voilà. Elle n'a pas lu Lacan, elle était peut-être analphabète même. Donc, ce n'est pas une métaphore, c'est simplement, je le désire même. L'amour, c'est de donner ce qu'on n'a pas. Exactement. Donc, tout cela, cette opacité référentielle ne peut fonctionner, ne peut se mettre en place qu'à travers cette opération, cette formule magique qui dit le désir de l'homme, du sujet, du vivant et le désir de l'autre. Poésie lacanienne à nouveau, bien entendu. Mais pas tant que ça. La formule vient de Hegel, elle a été reprise par Kojève, comme chacun le sait, et comme Lacan assistait dans les années 30 au fameux cours de Kojève, vous connaissez Alexandre Kojève, je parlais un peu de lui, et c'est un personnage génial, c'est un russe tout à fait génial, qui a fait ses cours sur Hegel à 33 ans, par là, mais de manière tout à fait accidentelle, c'est que c'est Koiré, l'autre russe génial, Alexandre Koiré, qui avait à l'école pratique de hautes études le cours, et donc il dit, j'ai une charge, je vais au Caire, et donc à l'université du Caire, donc tu peux me remplacer pour ces cours-là, mais d'accord, mais on fait sur quoi? Bah, sur Hegel, si tu veux. Donc il commence à travailler sur Hegel. Ah, c'est comme ça que ça commence. Exactement. Et d'ailleurs, le Koiré était un peu de la famille, quelque part. En fait, l'histoire, c'est que Koiré, elle a connu Kojève la manière suivante, c'est que la belle-sœur de Koiré dit, écoute, ma sœur, oui, donc est fiancée avec un russe, tout ça. Apparemment, Kojève a volé cette femme, en quelque sorte, est avec elle, donc fait quelque chose pour le faire rentrer en raison, qu'elle laisse l'affaire et qu'il aille, la femme avec la sœur avec les fiancés. Donc Koiré rencontre Kojève, discute avec lui, il retourne voir la belle-sœur, il lui dit, écoutez, il est bien plus meilleur que le fiancé. Donc il a continué avec Kojève. Alors,
Donc là-bas, et à cette époque-là, Lacan il a 35 ans, tout ce qu'on apprend à cette époque-là, c'est important, n'est-ce pas? On est imprégné par ces choses-là, et on voit combien il doit beaucoup à Kojève, grâce à notamment, en partie, comme témoignage, lettres de Lacan à Kojève qui sont découvertes à la Bibliothèque nationale de France. Que vous avez découvert. Que j'ai découvert, ok. Donc, le désir de l'homme et le désir de l'autre, au sens où, pour que les signifiants soient humanisés, il faut la médiation de l'autre. Autrement dit, la psychanalyse à ce niveau-là est tributaire de ces fonctionnements-là. Et même, si vous voulez un peu plus loin, c'est pour vous chauffer un peu sur la question. S'il n'y a pas de relation d'objet, pour ceux qui sont des lacaniens, sachez que le gros livre séminaire de Lacan, cadre de la relation d'objet, est fait pour démontrer qu'il n'y a pas de relation d'objet, justement, à tel point qu'à la page 33 dit « je ne dirai plus relation d'objet ». Ce qui est faux, parce qu'après il le dit. Mais bon, c'est pour dire il est contre cette idée-là. Il n'y a pas de relation d'objet parce qu'il n'y a pas un rapport direct à quelque objet que ce soit, ni l'arbre, ni la table, mais non plus le caca, le pénis, ou les choses primaires. Voilà, il n'y a pas. Et même l'objet A, il n'y a pas un rapport direct à l'objet A. C'est évidemment, l'objet A, c'est la castration, en termes lacaniens en tout cas, by excellence. Et donc, il n'a pas un rapport direct. Alors, donc pour être dans la relation, pour être dans la médiation, il faut le langage, ce qui implique une opacité référentielle. Je ne veux pas vous remémorer tout ça, j'ai déjà parlé, mais j'aime bien me répéter quand la chose fonctionne. Et donc, il y a ce schéma des sciences cognitives, je ne sais pas si vous le voyez, où ça montre bien comment, et ça c'est le bébé, ça c'est l'adulte, le rapport au monde, que l'adulte regarde comme étant signifié, la table, l'arbre, la maman, peu importe. Et c'est cela qui sert comme point d'ancrage au bébé. Le bébé n'a pas un accès direct à la table, à la mère, au biberon, à ce que vous voulez. C'est par le désir de l'autre, par le regard de l'autre que ça s'instaure, bien avant qu'un langage articulé s'installe dans ce que les cognitivistes appellent le prérequis du langage. Très intéressant, parce qu'on peut se demander est-ce que les c'est un rapport à l'autisme justement, est-ce que les prérequis du langage font partie du langage ou pas? Dire qu'ils ne font pas partie du langage, c'est compliqué, parce qu'à ce moment-là, comment vous faites pour... Et si on dit que c'est fait partie du langage, à ce moment-là, on dit que déjà le sujet est dans le langage, même s'il ne parle pas. Dès là, on peut abréger toutes les discussions stériles et stupides du style le sujet, non, l'inconscient serait comme un langage, qu'est-ce qui se passe si le type est muet, enfin ça n'a rien à voir, c'est pas la question. On s'en fout. Donc la question est bien avant. Et donc cette formule magique, le désir et le désir de l'autre, a été corroborée 40 ans après, je vais vous parler de ça, par les sciences cognitives, par ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, par un tel Baron Cohen, enfin, voilà, et d'autres. Et on voit bien comment il y a quelque chose qui s'installe, très rudimentaire, chez les bébés, et qu'on appelle attention conjointe, qui est au centre du débat actuel sur l'autisme, à travers lesquels je ne peux me regarder dans la glace, me reconnaître comme tel, sans que j'ai un peu l'aval de quelqu'un d'autre avec qui je partage. Lacan dit qu'il se retourne vers l'autre, mais il ne se retourne pas, il peut être à côté, c'est pareil. Donc il y a une échange de regard où il dit oui, effectivement, ça c'est moi. Donc le moi est très fragile parce que ça ne dépend pas seulement d'une image qui est rien du tout, c'est que l'autre puisse être dans le partage. Preuve par la négative ou par la positive, comme vous voulez. C'est l'enfant autiste qui peut passer, pas des heures, mais peut-être des heures, pourquoi pas, devant la glace, en train de faire des grimaces, mais sans à aucun moment dévier le regard vers l'autre, quoi. Donc, les fameux excès de l'enfant autiste classique, tout ça, devant la glace, c'est rien de spécial, c'est que justement le fait de ne pas être dans le partage l'abandonne dans quelque chose qui se soutienne que d'une image, finalement, et quelque chose d'assez relativement fragile. Point à la ligne, point à la ligne. Maintenant, qu'est-ce que l'autisme? Voilà en question. L'autisme, c'est, je ne sais pas comment l'appeler, une évolution, une condition, un truc, un état, parce que sinon, si on dit maladie, c'est foutu quoi. Enfin, c'est l'autisme ou les autismes?
On verra ça, justement. C'est une évolution pressante, vraisemblablement depuis la naissance. Ce qui veut dire, traduction, depuis toujours. Et donc, surtout, dès avant la naissance. On dit n'importe quoi, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on verra. C'est un peu l'idée. Autrement dit, et c'est ce que je défends un peu dans tout cela, il n'y a pas d'autisme acquis. Le style, la mère partait avec un amant, et donc ça laissait le bébé tout seul, et donc il est devenu autiste. Enfin, finalement, c'est plutôt le contraire. C'est lorsqu'elle n'a pas un amant qu'il y a un risque. Bon, autrement dit, et c'est très important parce qu'il y a quelque chose d'emblée, mais même depuis les 4, 6 mois, 7 mois, on le voit après coup, dans les vidéos d'enfants autistes, maintenant qu'on peut filmer facilement, où on dit machin, on l'appelle Kevin, enfin Kevin ou Capucine, toi si vous voulez. Capucine, et Capucine pourrait être dans différentes couches sociales, quoi. Et donc Capucine, et la Capucine ne se retourne pas pour voir à aucun moment, alors qu'elle a déjà 12 mois par exemple. Donc il y a quelque chose qui ne joue pas. Et ça se voit d'autant plus que le gamin, après coup toujours, on voit comme signe précoce d'autisme le fait que deux choses. D'une part, le bébé, on va dire, l'enfant, le bébé, parce que les premiers symptômes commencent à 18 mois à peu près, un petit peu avant, quoi. Mais c'est que même bien avant, le bébé passe beaucoup de temps à regarder des objets, notamment qui ont un stimuli, les couleurs par exemple, ou les brilles, ou la télé, ou les vidéos. Et donc on peut passer très longtemps à regarder ces trucs-là, mais très longtemps. Si vous prenez un enfant non autiste, ça dure maximum 1 minute. Moi, j'ai calculé plusieurs fois, ça va pas plus loin, il en a marre, on passe à autre chose. Alors que le type peut passer longtemps, peut-être des heures, peut-être 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, avec le même truc hypnotisé. Première chose, donc, insistance de regard de la vision sur un objet, et l'autre chose qu'on retrouve très, très fréquemment, c'est des maladresses motrices. Autrement dit, l'enfant commence à marcher à 12 mois, ça, il n'y a pas de difficulté, mais par contre, il y a des bizarreries. Par exemple, pour marcher à 4 pattes, il ne marche pas vraiment à 4 pattes, il fait comme un peu des vers, quoi. C'est pas vraiment une dynamique des 4 pattes. Et oui, un peu, exactement. Ou bien, il se met à applaudir, mais avec les pieds, alors que c'est plus facile avec les mains, après tout, pour imiter l'autre, puisque l'autre applaudit avec les pieds, bon, des choses comme ça, étranges. Donc, on voit bien quelque chose que d'emblée, c'est la moins qu'on puisse dire, c'est que l'autisme n'est pas concerné par cette aliénation géniale et salvatrice du non-autiste, on va dire, la plupart de nous, on va dire, qui, nous tous. Voilà, en quelque sorte, est signifiante, et celle de l'opacité référentielle, c'est de parler de n'importe quoi, et surtout les imitations, sans avoir aucune idée de ce qu'on fait, mais justement c'est salvateur. Ok ? Donc les gamins commencent à parler, dire les mêmes choses que la même connerie qu'il dit l'autre, mais je ne sais pas pourquoi, mais il le dit, l'important c'est ça. Le frère plus âgé, il fait des dessins parce qu'il a des plus grands, et lui à 18 mois se met à apprendre, il ne sait pas ce qu'il fait, il ne fait qu'imiter l'autre. Mais c'est captation géniale et salvatrice, et voilà ce qui ne fonctionne pas tout à fait chez l'autiste. Donc il n'y a pas cette médiation de l'autre. Il est dans un rapport au monde où les liens n'est pas socialisé comme on l'entend nous. Autrement dit, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la réciprocité sociale, la cognition sociale, les malentendus, quoi, ou la débilité mentale généralisée, les tous ensemble. Là, il n'y a pas, justement, c'est pas la grève, quoi. C'est la grève, mais à un autre niveau, on va dire. Donc, si vous voulez, la définition actuelle dit qu'il y a une difficulté de la communication sociale, c'est fondamental. Ça, avant, c'était la communication de la parole, mais on sait très bien que le problème n'est pas là. On peut parler très bien, être autiste. Donc, difficulté de la communication sociale, ou bizarrerie, on va dire, plus des intérêts dits spécifiques. Les stimuli visuels, on peut passer longtemps à regarder ces lumières, par exemple, sans aucun intérêt. Alors, évidemment, pour répondre à la question de Gérard, l'ensemble, si vous dites, ok, d'accord, on va faire comme ça, on est pragmatique, on est un peu débile aussi, donc on va dire,
particularité de la communication sociale plus intérêt spécifique, bah, très bien, mais c'est un ensemble très très vaste de gens, quoi. Ça fait du monde, comme qui ont ça. Donc, est-ce qu'il n'y a pas lieu à mettre un peu de quelques distinguos à l'intérieur même de cet ensemble? C'est pour ça que tu dis les autismes. Bah, apparemment oui, mais c'est toute une polémique. D'une part, parce que la psychiatrie avance, ou rétrocède, je dirais, plutôt, et dans ce qu'on appelle le RDoC, donc Research Domain Criteria, ou même les DSM, je ne sais pas si vous connaissez, c'est fini. C'est fini, c'est la merde, quoi. La question, c'est de découvrir des molécules, des gènes, des neurotransmetteurs, des difficultés de connexion. DSM, c'est fini? Bah, mais c'est pas fini, mais pour eux, c'est la crise, quoi. Et donc, on essaye de découvrir un peu bottom-up, on va dire, comme on dit en anglais, bottom-up, c'est-à-dire dès la base même, isoler quelques irrégularités, comme ça, faire des constructs, on appelle ça, où on fait, voilà, un tel autisme, un tel autre autisme, un autisme différent, etc. Et bien sûr, le DSM ne dit pas ça. Le DSM dit, vous savez que ces deux critères-là, communication sociale, intérêt spécifique, c'est autiste, point à la ligne. Ok. Donc, des gens qui sont moins idiots, comme, je vais parler de lui, Laurent Motran, c'est un Français, mais il habite au Canada, donc Français déguisé en Canadien, on va dire, qui est parti il y a 40 ans de la France parce que suite à un test, enfin, il y a un psychiatre qui a fait un test en linguistique. Là, ça commence à être mal. Ça part en cacahuète. Et donc, il a entendu une phrase à un moment donné, mais plusieurs, mais surtout une phrase à propos de l'autisme, on ne dit pas laquelle. Et j'ai dit, bon, ce pays est complètement perdu, la France, c'était pas tout à fait bon. Et donc, je pars au Canada. Je pars au Canada. Donc, il s'est déguisé en Canadien, et là, il est Canadien, en quelque sorte. Mais c'est un type assez génial en même temps. C'est un type qui déteste la psychanalyse, qui est contre la psychanalyse. À mon avis, il connaît Lacan, parce que c'est psychiatre qui a fait une thèse dans les années 70 sur la linguistique. Ça sent le Lacano, quelque chose, quoi. Mais il déteste la psychanalyse, lacanien n'en parlons pas. Et donc, mais la question n'est pas là. La question, c'est que c'est peut-être le seul gars qui connaît quelque chose de l'autisme dans le monde, sur la planète. Lui et son équipe. Alors, pour répondre à la question, lui, il dit, très bien, mais on ne peut pas penser que les autistes sont tous pareils, quoi. Qu'il y a quand même des sous-ensembles, au moins. Et il distingue surtout deux sous-ensembles fondamentaux, parce que sinon, si vous savez, il y a des praticiens ici, je ne sais pas, qui reçoivent un enfant autiste, je ne sais pas, c'est comme l'exemple que tu me donnais de l'effort, là. C'est peut-être un morceau de bois, comme tu disais, oui. ou bien c'est un prix Nobel, photo prix Nobel. Comment qu'on fait pour faire traiter de la même manière? Des prix Nobel, oui. Voilà. Et donc il dit, ça paraît clair qu'il y a au moins deux ensembles différents. D'une part, ce qu'on appelle un autisme syndromique, et d'autre part, ce qu'on appelle un autisme prototypique. L'autisme syndromique, comme son nom l'indique, c'est n'importe quel syndrome médical, biologique, machin, que vous voulez, dans lesquels, parmi d'autres choses, il y a l'autisme. Mais il peut même ne pas exister, mais il peut exister. Et syndrome X fragile, différents chromosomes, et chromosome 15, enfin, il y a plusieurs délétions au niveau des chromosomes, chromosomiques, oui, qui font que une des conséquences peut être l'autisme ou pas, justement. Donc, voilà. On a vraiment des délétions chromosomiques. Oui, voilà. Ça a été vérifié, ça. Oui, ça c'est très, très connu, quoi. C'est-à-dire des accidents, on va dire, dans les chromosomes. Mais comme tout part, comme vous le savez, des deux gamètes, donc, si vous voulez, une fois qu'il y a une reproduction, ça se reproduit à l'infini avec les mêmes accidents. C'est pas qu'une seule fois, c'est tout le temps. Et donc il dit, il y a un syndrome, il y a un autisme syndromique, d'une part, et d'autre part, ce qu'on appelle un autisme prototypique. L'autisme prototypique, c'est lui qui ressemble, bon ou malin, à ce qu'a décrit Léo Kanner, en 1943, comme étant l'autisme, le fameux 11 cas d'autisme, dont on a le triplette, le premier, le cas Donald. Et donc, et alors ça c'est génial, parce qu'on voit bien qu'il y a toute comment dire, je vais après expliquer ce que ça veut dire, c'est l'enfant syndromique va présenter beaucoup de difficultés en général par rapport au prototypique
pas forcément, mais souvent, et qui font que toutes les découvrations que vous pouvez faire sur la génialité de l'autisme de la lettre, l'autisme de la langage, l'autisme de la créativité, il n'y a rien du tout. Ou bien, ça peut marcher, mais il n'y a pas vraiment ce que distingue l'autisme des canards. Alors que les prototypiques présentent tous un même pattern. Je peux vous dire quels sont les patterns, comme ça vous prenez au sérieux ce que je vous raconte. C'est très médical, mais bon, c'est un peu médical tout ça. Et donc, autisme prototypique et syndromique. L'autisme prototypique, en général, ne présente aucun retard de la marche. Il faut marcher normalement jusqu'à 18 mois, avant 18 mois, 10 mois, 9 mois parfois, 12 mois, 13 mois, 14 mois. Typiquement, les prototypiques, donc les canards, les vrais autismes, si vous voulez, marchent bien, top, alors que le syndromique, il y a retard de la marche très souvent, au-delà des 18 mois, 24 mois, même plus. Périmètre crânien à la naissance. Quand on dit à la naissance, c'est à la naissance de 39 semaines. S'il naît à 36 semaines, c'est clair que c'est pas pareil, évidemment, c'est plus petit. Typiquement, périmètre crânien, 35 cm à peu près à la naissance, pour 39 semaines. Il est normal ou même macrocéphale pour le prototypique, grosse tête, alors que les syndromiques, dans le meilleur des cas, c'est normal, mais souvent microcéphalique. Très important. Saccade oculaire très vive chez les canards, chez les prototypiques, on peut retarder, un peu aléatoire chez le syndromique. Intérieur est restreint, très construit, très mécanique, et très dans la visualisation et très bien dans la performance chez le prototypique, alors que le syndromique, on note un peu de répétition, un peu appauvrissante des choses, sans qu'il y ait une évolution de quoi que ce soit, comme stagnant au même endroit. Voilà un petit peu les différences qu'il y a, mais ce n'est pas tout, évidemment. Il y a une autre différence fondamentale, qu'est-ce qu'elle est prototypique, et c'est le seul qui permet, le canard, si vous voulez, d'écrire l'autisme comme positivité, et non pas comme négativité. Négativité, ça veut dire qu'on décrit l'autiste comme ce qu'il n'est pas. Autrement dit, il ne parle pas, il ne regarde pas dans les yeux, et il n'est pas dans la responsabilité sociale, enfin tout est pas. Alors que l'idée, c'est de dire, bon d'accord, mais qu'est-ce qu'il fait, plutôt que le négatif. Donc il est plus nietzschéen que hegelien, on va dire, la question, c'est une positivité. Eh bien, prenez un seul exemple qui ne croit pas que ce soit hasardeux. 95% des canards finissent par parler, on va dire. 95% en Suisse. Et alors 100% ne parlent pas, ou très très peu. Ces 95% qui parlent suivent tous pratiquement le même pattern d'acquisition du langage, mais terrible, en plus ça tombe sur le langage. Bon. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez le fait qu'une très très grande partie, et tout simplement, elle ne parle pas. Donc, il s'ouvre là ce qu'on appelle la séquence présente. Donc, Barry Present, c'est un Américain qui a décrit de manière géniale, j'ai énormément d'enfants, mais j'ai tous en réalité des types canards, la même séquence. Ça commence peut-être 2-3 mois à 18 mois, puis après plus jamais. Ce qu'on appelle un plateau mutique, rien. Ça veut dire, je dirais même moins que rien, parce qu'il pourrait moins dire même pas un petit son. Plateau mutique, jusqu'à l'âge de 3 ans à peu près, 3 ans et des poussières. Suivi toujours, après cela, de ce qu'on appelle une écolalie. Écolalie qui peut être répétée le même moment, immédiate ou différée. Soit répétée, je dis répétée, et soit demain, je dis répétée, par exemple. Voilà. Et cette écolalie suivie toujours de ce qu'on appelle une inversion pronominale, quelques mois après. Donc écolalie pendant 6 mois, 7 mois, et ensuite, l'écolalie diminue un tout petit peu, et c'est l'inversion pronominale qui commence. Ça veut dire quoi? Eh bien, tu veux du chocolat? Donc c'est lui qui veut du chocolat, mais comment il entend tu veux du chocolat, il dit tu veux du chocolat, ou tu veux sortir, etc. etc. Inversion pronominale qui est une sorte d'écolalie, parce qu'au lieu de dire je veux du chocolat, il répète décalé ce qu'il a entendu quand il y a du chocolat, on va dire. Et finalement, après l'inversion pronominale, ce qu'on appelle le langage plus ou moins normal, au niveau syntaxique, en tout cas normal, avec des particularités bien entendu. Mais ce qui est impressionnant, c'est que vous voyez dans tous les cas des canards prototypiques, les canards, enfin l'autisme quoi,
vous voyez, c'est la même séquence. Plateau mutique, ensuite écolalie et immédiate différent, ensuite inversion pronominale et ensuite le langage. Si c'était le hasard, bien pourquoi il ne commence pas par l'inversion pronominale? Et ensuite, oui, mais chaque sujet est singulier. S'il est singulier, qu'il commence par l'inversion pronominale et non par l'écolalie. Pourquoi tous font le même parcours? Ça devrait nous mettre un pouce à l'oreille, comme quoi l'autiste en question, ce n'est pas Kevin, ce n'est pas qui est l'autiste parce que la maman sortait avec je ne sais pas qui, ou l'a laissé. C'est un maman frigidaire qui a produit tout ça. Mais c'est un génie, la maman, qui a vraiment fait tout ça de manière aussi fidèle. Bon. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect... Quand ils finissent par parler... Et qui? C'est les autistes. Mais évidemment que oui, 95%. Ils parlent. Oui. Oui, bien sûr, ils parlent, ils sont bilingues, trilingues même. Bon. Et donc, voilà. Et autre chose que je voulais vous dire, donc voilà, déjà c'est gros comme une maison. L'autre chose que c'est important, quoi, c'est quand même pas rien, ça, tout ce qu'on dit là. Et l'autre question, pour qu'il n'y ait pas des malentendus, est Asperger. Ouais. Asperger, ah oui, mais comme si les gamins, il sait des choses, ça doit être un Asperger, quoi. Mais n'importe quel imbécile qui fait des choses, c'est un Asperger, bon, voilà. Et donc, par ricochet. Eh bien, donc, même l'idée, l'enfant commence par être canaire, enfin, complètement débile, il ne parle pas, et ensuite il parle, et il sait beaucoup de choses, il devient Asperger. C'est un peu l'idée de mon ami Jean-Claude Maelval, que j'aime beaucoup et que j'estime beaucoup. Qui a fait une belle préface, quand même. Mais évidemment, une belle préface, mais donc il a bien publié son livre, La différence autistique, s'appelle, et je lui dis, écoute, je vois que tu continues à faire la même erreur, tu continues à dire que l'autisme commence canet, il devient Asperger, mais absolument pas, on est canet ou on est Asperger. Entre parenthèses, si jamais il y en a des vrais scientifiques qui nous regardent, et on ne parle plus d'Asperger maintenant, et tout ça, il ne faut pas dire, ah bon? C'est pas bien, non. Moi, par exemple, pour ne pas être un pauvre lacanien, et pas que ça, donc je suis allé à Robert Debré, l'hôpital universitaire parisien, avec des gens qui connaissent vraiment l'autisme comme il se doit, quoi, enfin, de tout, DSM, tout ça, enfin, l'antipsychanalyse. Et donc, à un moment donné, j'ai proposé, comme le gamin qui était là, mais il est plutôt profil Asperger, moi, vous le mettez, quoi. Je dis Asperger, il ne fallait pas dire Asperger. Oh, d'accord, je n'ai rien dit. Donc, pas Asperger. Et quelle est la différence? Qu'est-ce qu'on dit maintenant? Autisme. Avec des specifiers, une connerie totale. Potentiel, hein? Au potentiel. Oui, on peut dire ça. Chose. On peut dire ça, mais c'est pire. Parce que le DSM, eux, ils sortent par la porte, ceux qui font rentrer par la fenêtre par la suite. Hein. C'est pas un temps qui dit non, voilà, on fait la définition, ces deux critères qu'on a dit là, communication sociale diminuée et critères intérêt spécifique, mais en fait il y a des specifiers, des spécificateurs qui sont l'intelligence, le langage, comme si on pouvait vraiment. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Comment est-ce qu'on définit l'intelligence? Si on fait un WISC, c'est Wechsler, voilà. Et pour le QI, si on fait un Wechsler, je les autistes, ça va donner bas, parce que justement, le Wechsler construit à partir du langage, et c'est là où il y a un creux au niveau de Wechsler, notamment le langage de la compréhension, parce qu'un des items de Wechsler, le test que le WISC qu'on utilise pour le QI et tout ça, c'est le langage, c'est la version expressive ou compréhension. Tout qui est expressif, plus ou moins, ça va, parce que l'autiste parle. Tout qui est compréhension, tu racontes une histoire, bon, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, aucune idée. Bon, donc, difficile. Il a 40. Difficile de restituer, voilà. On ne peut pas restituer, la fameuse restitution. Et donc, la différence fondamentale, donc, je dis, entre Kenner et Asperger, c'est très clair, c'est que vous avez l'autisme, et voilà, les critères qu'on connaît, et communication sociale, et pas la communication verbale. Ce qu'on a, c'est que ce qu'on appelle Asperger, ça correspond à des gamins qui commencent à parler très très tôt. À 12 mois, ils parlent déjà. Ils parlent tôt, beaucoup et très bien. Ok? Tôt, beaucoup et très bien. Et donc, le gamin de 5 ans Asperger parle mieux qu'un adulte pas très cultivé, on va dire. Mais sans aucun doute, avec des mots recherchés, etc. Bon, voilà. C'est pas pour autant qu'il n'est pas autiste, parce que justement, comme le précise notre ennemi Motran, et même le langage de l'Asperger est bizarre.
il est un peu stéréotypé, il n'est pas spontané, il est ton et monocore, patati patata. C'est pas parce que ça semble être un génie. Bon. Et d'ailleurs, très intéressant, c'est que les Asperger n'ont pas au niveau de QI spécialement haut, sauf quelques exceptions, bien sûr. Mais sinon, ils sont un QI dans la moyenne, finalement. Contrairement à ce qu'on imagine. Donc c'est pas parce que les gamins connaissent tout sur la préhistoire, je sais pas quoi, que c'est un génie. Parce que vous le mettez à faire des divisions, des multiplications, il ne connaît rien. Donc c'est un intérêt spécifique sur lequel il est très bon. Donc voilà un petit peu la différence. Donc, et Kanner, c'est celui qui au contraire est en retard de langage, où le langage commence à émerger à 36 mois et pas avant, donc 3 ans. Particularité intéressante, non seulement la séquence présente que je viens de décrire, mais ceci, le fait qu'il apprend à parler très très vite. Un gamin normal commence à parler, bon, petit à petit, quoi, lentement, mais ça, alors que lui, il démarre très très vite, quoi. Il y a un stock verbal qui s'accumule très très vite, et donc tout le monde est étonné. Et si de devanture, on a envoyé le gamin chez son psychanalyste ou chez un cognitif comportemental, je sais pas quoi, à ABA, ABA et tout ça. Oh, moi, la thérapie a fonctionné, c'est génial. Il commence à parler, pareil que la ligne, mais il parle de toute manière, imbécile. Ce n'est pas justement l'intervention qui justifie, c'est l'évolution normale, biologique, c'est comme ça, je suis pour rien, je parle de ma faute, quoi. Bon. Et l'autre aspect très intéressant, c'est que le cheval de bataille de mon livre aussi, comme je suis Malval à fond, c'est de dire que l'autisme n'est pas une psychose. Non, tout le monde, parce que ça, des fois la clinique, la chronique, et en disant même des faits divers, oui, le psychanalyste, et pas que le psychanalyste d'ailleurs, et l'autisme est une psychose, le fameux film Le Mur, vous vous souvenez, contre la psychanalyste, qui en fait c'est une meuf complètement anti-psychanalyste, Sophie Robert, mais en même temps, désolé, mais c'est que la recueillie comme témoignage, c'est pas elle qui a forcé la main, quoi. Les autres ont dit, c'est qu'ils pensaient. Et donc, les premières personnes qui est interrogée, que vous pensez que l'autisme est une psychose? Ben oui, complètement. Et donc voilà, c'est génial, voilà, c'est bon. Et moi, je dis, en plus, chez les psychanalystes qui pensent que l'autisme est une psychose, écoutez, je pensez ça, mais ne les dites pas. Parce que c'est vraiment, c'est mettre une balle dans les pieds, quoi, vraiment. C'est pour dire, ah voilà, qu'on voit, on traite les autistes, des fous, des psychotiques, etc. Donc, surtout pas. Et donc, la différence fondamentale, c'est comme je viens de le dire à l'instant, c'est que la schizophrénie, ou la psychose, en général, la schizophrénie, admettons, a un début tardif, je veux dire 15 ans, 18 ans, 17 ans, 20 ans, 24 ans, alors que l'autisme, c'est d'emblée. Bon, même ça, il y a une petite note en bas de page, au sens où, si on explore de manière suffisante les schizophrènes, notamment avec les neurotrucs, etc., on voit que quand même, il y a des petits indices un peu étranges chez le schizophrène à l'enfant. Peut-être retard de la marche, par exemple, retard de la marche, ou difficultés parfois cognitives, ou déficit d'attention, etc. Mais jamais aussi massif que ce qu'on voit chez l'autiste. Mais il n'y a pas de psychose infantile alors? Très intéressant comme question. Bon, on veut m'avoir. Non, mais on veut m'avoir comme ça. Je dis pas toi. Hein, on veut soit m'avoir. Donc pour vous, il n'y a plus de psychose infantile. Mais bien sûr que si, il y en a. Mais ça n'a rien à voir avec l'autisme. Ce sont des gamins qui parlent mieux que moi, qui sont tombés dans l'échange, qui ont le mot fou. Mais voilà, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas d'intérêt restreint, rien à foutre. Donc, d'intérêt restreint, il n'y a rien dans les cieux, ils sont sympas, ils sont capables de mettre le feu, si vous voulez, ils mettent le feu, peut-être, sont hyperactifs, des choses comme ça. Donc, des gamins qui vont devenir ensuite, peut-être, des schizophrènes ou des bipolaires, etc., par la suite. Moi, je ne dis pas ça de manière méchante, je dis, c'est comme ça. Donc, si, c'est pas qu'il y a, peut-être qu'il y en a même qui entendent de voix, même si c'est bizarre, c'est rare, les hallucinations avant l'âge de 12 ans. C'est possible, 10 ans par là. Des vraies hallucinations. Ne me dites pas qu'il y a un gamin qui dit qu'il entend des voix parce que vous explorez, il n'entend rien du tout, quoi. C'est lui-même qui parle. On m'a envoyé des patients quand j'étais à la Courneuve, là, et dans la pampa parisienne. Et donc, on m'a envoyé des gamins, ils entendent des voix. Ils entendent des voix vraiment. Oui, j'entends des voix, mais ils entendent des. Oh, c'est moi qui me dis des choses, ils me parlent. Et les gamins parlent comme n'importe quel gamin avec lui-même, c'est comme des histoires. Il n'est pas halluciné du tout, quoi. Il est aussi halluciné que moi. Bon, donc, voilà la question.
Mais, très intéressant, c'est que plus le temps passe, tout ça, ça va très vite. Hein. Et plus on découvre qu'il y a des travaux, on va appeler scientifiques, qui disent qu'il y a des parallèles, des overlaps entre autisme et, on va dire, schizophrénie. Ah tiens, on a tellement insisté. On y revient. Il n'y en a pas, mais en fait, il y en a. Et c'est quel type de choses? Eh bien, au niveau dopaminergique, ce qui est vrai. Dopaminergique, il y a, comme d'habitude, déficit. On dit jamais que c'est bien, c'est plutôt déficit. Et il y a des déficits au niveau glutamatergique aussi, donc c'est un neurotransmetteur très présent dans le cerveau, etc., etc. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que plus on fait les similitudes, l'overlap entre schizophrénie et autisme, plus justement on voit en quoi une spécificité autistique, au sens où même ces schizophrénies ne présentent pas ni les habiletés des mémoires qui ont les gamins autistes, ni la rapidité perceptive visuelle qui est bien plus que la normale, bien entendu, ni tous ces aspects-là qui présentent l'autiste. Donc les intérêts spécifiques, on ne les trouve pas. Donc qu'il y ait des parallèles, des overlaps au niveau biologique, neurotransmetteurs, machin, ok, pourquoi pas, mais ça ne rend pas compte, encore une fois, on est quelque part contre la biologie, on va dire, enfin, on relativise quand même les choses, parce qu'il ne suffit pas de dire, ah voilà, c'est pareil. Si on fait un marquage de notre émetteur avec PET scan et tout ça, ça ressemble, les images ressemblent, mais jamais au point que, comme c'est le cas de l'autisme d'une part, et d'autre part, la clinique n'est pas la même, tout simplement. Ok. Jusqu'à maintenant, je vous ai dit quand même pas mal de trucs, je pourrais même m'arrêter là. Non. Voilà. Et donc, je fais très très bref, parce que c'est très intéressant. Il y a 2 trucs et je m'arrête. Et donc, Lacan et l'autisme, quand même. Ah ouais. Et là, donc, Lacan, évidemment, ne comprenait rien à l'autisme, normalement. Je ne vois pas pourquoi il comprenait que ça l'autisme, après tout. Personne n'en parlait, et tout prend beaucoup de temps. Il n'y avait pas Internet à l'époque, donc on essaye de justifier Lacan. On essaie de justifier Lacan. Il n'y avait pas Internet. S'il y avait eu Internet, Lacan, alors tu aurais tout à fait au courant. Et aurait été tout à fait au courant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il commence son fameux séminaire 1 sur les écrits techniques, et voilà, je ne sais pas si vous connaissez un peu tout ça, donc il est hyper hegelien, parce qu'il est encore imprégné, mais en même temps, il vient de rencontrer, c'est 1952-53, c'est très tôt. Il vient de rencontrer Lévi-Strauss. Lévi-Strauss rentre en 1948, après l'exil, à New York, et c'est apparemment Coiré qui les présente. C'est pas clair, j'ai demandé à la femme de Lévi-Strauss, il m'a dit, ah ben non, c'est Coiré. Et l'autre piste c'était Merleau-Ponty, mais ben non, c'est Coiré, justement, le fameux Coiré qui revient sur la... Et donc, il est très imprégné, enfin, il a des choses concernant le structuralisme, ce qu'on appelle ça, le langage, mais surtout, il est très cogévien, enfin, hegelien, qui dit Hegelien dit cogévien, et souvenez-vous, le texte de 1951, Intervention sur les transferts, où il démontre comment les cas de rats est structuré comme des inversions dialectiques, c'est très brillant, très très bien, etc., etc. Et donc, il essaie de montrer comment la psychanalyse obéit à une certaine dialectique et comment les imbéciles qui n'ont rien compris à la psychanalyse, comme Annie Reich, et fait des interventions sauvages sur un patient, je vous parle des détails. Et tant qu'à faire, on va aussi taper sur Mélanie Klein, que c'est une abrutie, avec sa brutalité coutumière, prend un cas, le pauvre cas Dick, qui a 4 ans, et... La tripière. Ça dit bien, la tripière. La tripière, oui. Il appelait Mélanie Klein la tripière. Et la brutalité de Mélanie Klein, comme on brute, machin. Bon. Et alors, le cas Dick, il est publié par Mélanie Klein en 1930, 6 mois après qu'il ait rencontré pour la première fois le gamin. Le gamin, c'est l'enfant d'un collègue, voilà. Il commence à le suivre, le gamin ne va pas bien, quoi, de toute évidence. Pour faire bref, il est complètement autiste, voilà. Et Mélanie Klein essaye de faire ses trucs comme d'habitude, mais ça ne marche pas. Et la génialité vraiment de Mélanie Klein, mais tout à fait génial, quoi. Génial pour Mélanie Klein. Donc, et c'est de dire, les gamins ne parlent pas évidemment, mais ils vivent 2-3 trucs seulement, c'est station, train, et il les porte et tout ça. Et donc, comme je ne savais pas quoi faire, dit Mélanie Klein, je l'ai mis avec un train, quoi, un petit train. Et là, elle était comme fou. Et là,
la rencontre se produit. Et le suivi commence avec le petit Dick. Le petit Dick qui sera suivi par Mennonite Klein, ça vous ne le savez pas probablement, pendant 17 ans. Donc il avait déjà un adulte, il continue avec Mennonite Klein. Et la biographe Mennonite Klein est allée rencontrer le vieux Dick à 50 ans, et qui était bien, il était autiste, mais très bien. Il avait un petit boulot, il joue du piano, pardon. Et j'ai une très grande affection pour Mennonite Klein, dit et cet homme, on ne connaît pas son nom réel. Et voilà. Donc, génial, Mennonite Klein. Donc, Motron, c'est intéressant parce qu'il dit que la psychanalyse n'a jamais rien apporté à l'autisme, sauf que c'est la première personne qui a publié un truc sur un cas d'autisme, type Kanner, c'est Mennonite Klein, en 1930, 15 ans avant, 13 ans avant que Léo Kanner. Donc, il n'est pas, pas si idiote, quoi. Non, pas bon. Il ne dit pas autisme, parce qu'il dit, voilà, je l'appelle psychose, mais ça ne colle pas avec une psychose. Donc, génial, Mennonite Klein. Alors, et donc, qu'est-ce qui se passe? La question, c'est Lacan et Mademoiselle Géligné. Là, ne me dites pas que vous savez. Ah oui, Géligné. Non. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous savez, justement, voilà. Donc, il y a je ne dirais pas les vieux Lacan, mais il a 52 ans, je crois. Et donc, il est là, et donc, la Géligné, Marie-Cécile, de son prénom, pas Capucine, mais Marie-Cécile. Et Marie-Cécile Géligné, qui avait 30 et quelques, est là, et donc, je ne sais pas comment, Lacan lui dit, et vous, Géligné, préparez pour la prochaine fois le cadique de l'autre idiote, quoi. Et donc, là... Il avait de l'estime pour Mennonite Klein. Ouais, je sais. Mais il dit qu'il a une brutalité totale. Oui, comme ok, d'accord, un peu pas. Non, on s'en fout. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il y a Marie-Cécile est là, et que Marie-Cécile, qui est plus lucide que le vieux Lacan, qui n'est pas si vieux, mais qui est un peu vieux, et donc prépare le truc en anglais, parce qu'il n'est pas traduit, et il présente le cas. Et c'est que c'est que Lacan essaye de lui faire accoucher à la Géligné, c'est que les Dick ne connaissaient rien du tout, parce qu'elle était psychotique, quoi, je sais pas quoi, et donc que c'est Mennonite Klein qui met les trains comme ça, et que ça, elle dit non, absolument pas, c'est les gamins qui disaient train, station, et c'est pour ça que l'autre. Donc, mais vous êtes sûr que c'est passé comme ça? Bon, il y a tout un échange tout à fait génial entre Géligné, Madame Géligné, Mademoiselle Géligné, Ortiz par la suite, et mariée, et Lacan. Tout cela, plusieurs pages, étaient sucrées de la publication du séminaire 1. De Miller. Ouais, oui, de Miller, oui, c'est pas moi que. Donc, oui, de Miller. Non, parce qu'il y a mais ça, de tirer sur Miller, oui, c'est Miller. Et donc, il n'aimait pas. Et pourquoi il n'aimait pas? Ben, tout simplement. Alors, vous l'avez sorti, vous? Ben, je demandais, et il y avait l'échange. Exactement. Et donc, je contactais la fille de Géligné. Bonjour madame, je vous appelle parce que je voudrais publier, s'il vous plaît. Donc, votre mère qui était très importante dans la description du cas et que justement, Lacan n'a rien compris. Et elle, oui, donc, oui, bien sûr, monsieur, je comprenais. Donc, je vais publier dans mon livre ce qui manque au séminaire. C'est la seule publication officielle de l'échange entre Lacan et Géligné où Lacan reçoit une baffe totale, c'est-à-dire une séance lacanienne brève. Il était évident qu'il n'a absolument rien compris au cas où c'était que l'anglais c'était difficile pour lui, je sais pas, c'était affranchisseur, il ne comprenait pas. Et donc, Géligné dit Klein pense que voilà les objets et Lacan. Vous êtes bien sûr qu'il y a ça? Géligné, oui. Bon. Et ensuite, voilà. Et ensuite, donc il parle là des intérêts de l'enfant pour les intérêts restreints spécifiques de l'autiste pour le train et les stations, les gares, pardon. Et Lacan dit peut-être là, faites-vous quand même une édition, mais semble-t-il, qui est important si vous la maintenez de la description que vous faites des cas cliniques. Il y avait quelque chose d'autre qui est le comportement d'éthique chez Mennonite Klein. Et donc c'est très important s'il le maintient. Et donc, Lacan, ensuite, ça continue. Et Lacan, vous êtes sûr qu'il y a ça? Qu'il connaissait ça? Elle ne connaissait rien du pareil. Elle a foutu les trains dans les mains. Et l'autre d'ici, elle connaissait.
Lacan, bon, d'ailleurs, ça ne change pas grand-chose. Donc, 3 minutes avant, c'était fondamental, 3 minutes après, ça ne change rien. Alors, oui, Mobius, ça change tout, parce que ça montre cet intérêt restreint du gamin qu'il avait pour les trains, etc. Et c'est ça qui a fait, avec lequel accroché dans la cure, etc. Donc, je vous encourage à lire cela. C'est un texte non publié. Les gens de Lacan et Mélanie Klein. Ça ne doit pas être le seul, peut-être. Hein. On peut aller seul, justement. Donc, la séance du 17 février 1954, demain, ça fera 69 ans de la fameuse séance en question. Et ce qui est génial, mais Lacan tombe toujours sous ses pattes, quoi, évidemment, parce que c'est Lacan, quoi. Évidemment, et qu'est-ce qu'il fait pour la séance suivante? Et on s'est perdu, ça vient justement de la séance lacanienne qu'il a eue avec la Gélignien, qui n'était pas lacanienne. Et il accouche Lacan du fameux schéma optique. Pour ceux qui connaissent, et voilà le schéma achevé. Donc, la séance suivante, il dit, voilà, pour qu'on puisse avoir une image, normalement vous les connaissez, hein, bon, et pour qu'on puisse avoir une image totale de la personne, du sujet, etc., il ne suffit pas que je me regarde comme un imbécile dans la glace, il suffit qu'il y ait le consentement, l'assentiment, c'est le mot de Lacan, pardon, de l'autre qui cautionne justement mon image. Et donc, si vous regardez bien, c'est exactement la même chose que le schéma des cognitivistes que je vous ai montré avant. Sauf qu'ils mettent le monde ici, alors qu'il y a aussi l'image de soi, parce que nous faisons partie du monde, comme image, évidemment, comme on mettait une table, ou je ne sais pas quoi, un arbre. Et donc, c'est exactement le même schéma, sauf que Lacan l'a accouché 40 ans avant, donc chapeau pour Lacan. En réalité, plutôt. Alors, vous pensez que celui qui a fait ça a lu Lacan? Évidemment, jamais, ils n'y lisent pas. Et Lacan, c'est pas comment, évidemment. Pour des raisons évidentes. Et ce qui est intéressant, et je finis presque là-dessus, je me suis dit en 3 minutes, et Lacan dit que c'est ce qu'il écrit en 1960, le rapport de Lagache, ce n'est que le remaniement, c'est un succédané, il dit, de mon stade de miroir, qu'il a un peu chopé. C'est dans les écrits, ça. Exactement, à Vallon. Et donc, il dit, et donc, sauf qu'il a cherché la chose suivante, et voilà ce qu'il dit donc, en 1966. Je vous lis le français du français Lacan. Hein. Bon. Et, car l'autre, ou les discours, je ne sais pas pourquoi je dis ça, vous allez en comprendre, mais bon, je le fais quand même. Car l'autre, où les discours se placent, toujours latent à la triangulation qui consacre ces distances, c'est pas fini, ne l'est pas tant qu'il ne s'étale jusqu'à la relation spéculaire et son plus pur moment de point, dans le geste par quoi l'enfant au miroir se retournant vers celui qui le porte, on appelle du regard au témoin qui décante de la vérifier la reconnaissance de l'image, de l'assomption jubilante, où certes